Bonjour, chers étudiants, j'espère que nous en forme. Nous allons poursuivre avec le cours de biologie animale. Cette fois-ci, nous abordons l'étude des poissons en commençant par les chondrichthyens. Nous avons terminé avec les amniaques, c'est-à-dire des animaux sans mâchoire et bouche circulaire, notamment pour les cyclostomes. Nous allons poursuivre avec les niatostomes, des animaux avec des mâchoires. Et nous démarrons avec la classe des chondrichthyens, les poissons cartilagineux, c'est-à-dire des poissons qui ne possèdent pas un squelette osseux, ok, mais de préférence un squelette cartilagineux. Alors, cet arbre phylogénétique nous donne une idée de la position des vertébrés dans l'évolution des animaux et nous rappelle aussi quelques caractéristiques des vertébrés. Donc là, on peut dire que les vertébrés sont des bilatériens et des animaux triploblastiques, ok, et chélomates qui possèdent des cavités échélomiques. L'ensemble de ces cavités forment le chélome. Ce sont des animaux deutérostomiens, c'est-à-dire la bouche est formée et en second. OK, après la formation de l'anus à partir du blastopore. Et puis, ce sont des chordés. Alors, voyons quelques caractéristiques générales des poissons. Caractéristiques générales des poissons. Donc, ce sont des vertébrés. Des cordes dorsales évoluent en colonne vertébrale protégeant la moelle épinière. Les poissons sont céphalisés, ok? Donc, il y a la tête qui est bien développée, l'encéphale qui est bien développé, donc formation de mâchoire à partir des arcs bronchiaux. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle niatostomes. Respiration par des branchies non homéothermes. Okay? Ce sont des animaux à température variable. Ce sont des poikilothermes ou bien hétérothermes. Police pour certains, écailles ou denticules pour d'autres, ligne latérale et ou encore des ampoules électriques pour certains d'entre eux et la flottabilité assurée par une vessie natatoire ou par les graisses du foie. OK. D'autres caractéristiques, donc nous avons les poissons cartilagineux. Donc pour les poissons cartilagineux, donc la pression osmotique interne est supérieure à celle du milieu. OK, maintenant, taux d'urée dans le sang est élevé, donc cette pression interne qui est supérieure à celle du milieu est due à un taux élevé d'urée dans le sang, donc absorption d'eau par les branchies, donc ils n'ont pas besoin de boire. Poissons osseux marins sans hypoosmotique par rapport au milieu, donc c'est-à-dire que la concentration, la pression osmotique est inférieure au milieu extérieur, donc par conséquent, cela peut entraîner une déshydratation. OK, donc absorption d'eau par voie orale, rejet de sel par les branchies. Et puis nous avons les poissons osseux dulcicoles, ceux qui vivent dans l'eau douce, absorption d'eau par osmose au niveau des branchies. Et les branchies constituent les appareils à travers lesquels l'échange gazeux se fait au niveau de ces animaux. Donc les branchies, c'est l'équivalent des poumons chez les mammifères. Élimination de surplus d'eau par les reins
et puis élimination du surplus de déchets azotés par les branchies. Donc ça concerne, cette partie concerne l'osmorégulation, ok, et puis écologie, milieu et dans lesquels ces animaux vivent ou encore leur mode de vie. Nous avons les benthiques, c'est-à-dire des animaux qui vivent au fond marin, ok, dans les fonds des océans. Nous avons sol, rascasse. Nous avons les animaux nictaux et benthiques. Donc, c'est des animaux qui vivent au fond marin, mais qui peuvent nager. Et nous avons les pélagiques, et ceux qui vivent dans les eaux même. OK? Il y a certains qui flottent à la surface de l'eau, ce sont les planctons. OK? Mais nous avons les animaux qui vivent non pas dans les fonds marins, non pas à la surface de l'eau, mais qui vivent de référence dans, qui vivent en pleine eau. Voilà le terme exact, qui vivent en pleine eau, donc loin du fond marin, et qui vivent en pleine eau, loin du fond marin. Et puis, nous avons les planctoniques. Il est vrai qu'on n'a pas mentionné les planctoniques ici, donc j'en profite pour en parler. Donc, les planctoniques, eux, ce sont des organismes flottants qui vivent souvent à la surface, emportés le plus souvent par les courants. OK, donc nous avons les nictaux et benthiques. Donc, cette expression désigne un type d'organisme aquatique. Il y a un mode de vie intermédiaire, ok, entre le fond, ok, marin, les benthiques et la nage libre, donc nictonique. Donc, ces animaux peuvent être solitaires ou vivent en banc. Et donc, ce qui assure la protection des individus ou encore de l'espèce, économie d'énergie en déplacement, mode d'alimentation. Certains sont herbivores, d'autres carnivores, certains sont omnivores, d'autres détritivores. Et on a aussi les planctonophages, par exemple requins. Et puis, livret changeante. Alors, ce terme désigne des transformations visibles de la couleur ou encore de l'aspect externe d'un animal. Et c'est des transformations temporaires, donc qui servent à assurer un camouflage nocturne ou encore c'est des comportements sexuels. Donc, il arrive que les animaux changent de couleur juste pour attirer ou encore de forme pour attirer un partenaire sexuel ou encore pour se cacher, pour se camoufler. Donc, l'expression, c'est livrée changeante. Alors, nous allons parler à présent dans de la superclasse des poissons. Et on nous dit ici que les poissons forment un groupe hétérogène de vertébrés, donc ovipares, groupe hétérogène de vertébrés. Et c'est-à-dire que vous avez des individus différents et l'un de l'autre. Donc ovipares, c'est-à-dire qui font des œufs à 100 fois et animaux avec animaux avec température variable, ok, et sang-froid rouge, donc, qui respirent par les branchies à l'exception des dipneus, donc qui ne respirent pas par des branchies. Le corps est généralement allongé et comprimé latéralement. Donc, généralement, on dit généralement, donc,
Ils avaient l'habitude de voir les poissons. Donc, vous voyez, c'est des animaux plus ou moins aplatis. Donc, c'est pourquoi on dit comprimés latéralement. Locomotion se fait par des nageoires. Donc, le déplacement est assuré par des nageoires et on considère les nageoires comme des membres. Donc, il existe chez les poissons des nageoires paires et des nageoires internes. Ils possèdent une peau généralement couverte d'écailles, ok, ovipares, ils font des œufs et la fécondation peut être interne ou externe et ces animaux peuvent vivre dans l'eau douce, d'huile sicole ou encore dans l'eau salée, les poissons marins. Téguments jouent un rôle dans les échanges osmotiques et ioniques entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc, il contient des cellules glandulaires isolées. Ces cellules glandulaires sont de deux types. Vous avez les cellules sécrétrices de mucus qui s'étendent à la surface du tégument et jouent un double rôle, protection mécanique et chimique, amélioration du glissement de l'animal dans l'eau, ce qui favorise l'hydrodynamisme, donc ce qui favorise le déplacement, okay, sans interférer ou encore gêner les échanges osmotiques et ioniques qui se font à travers la peau. On observe aussi des cellules à sécrétion séreuse ayant un rôle bactéricide et fongicide. Alors, la peau contient des pigments de couleur et appelés chromatophores qui offrent aux animaux, aux poissons, de grandes facultés de camouflage. Et on a vu précédemment la levée et changeante, donc et des transformations qui peuvent avoir lieu juste pour soit se camoufler ou attirer un partenaire sexuel. Donc, il y a aussi la ligne latérale et qui fait partie du système sensoriel de ces animaux. À côté de la ligne latérale, certains poissons possèdent ce qu'on appelle les ampoules de Lorenzini qui permettent de détecter des champs électriques. OK? Donc, et la ligne latérale permet aux poissons d'apprécier le courant, de percevoir les ébranlements vibratoires qui traversent l'eau et de localiser dans l'espace les sources de vibration. Donc, la ligne latérale, c'est en fait fait partie du système sensoriel et ce système est très bien développé. Donc, la ligne latérale, c'est très visible sur le côté latéral des poissons. Les chondrichthyènes, ce sont des poissons cartilagineux. Ce terme désigne l'ensemble des vertébrés niatostomes qui possèdent une mâchoire, donc un amnion, c'est-à-dire que l'embryon, les petits de ces espèces ne sont pas développés dans un sac embryonnaire, qu'on appelle amnios, hétérotène, donc température variable, et ces animaux se déplacent à l'aide des nageoires. Ils sont généralement aquatiques, ils respirent à l'aide des branchies. Donc, les chondrichthyènes ou encore poissons cartilagineux, donc possèdent, comme leur nom l'indique, un squelette entièrement cartilagineux. Donc, le squelette n'est pas ossifié, donc il n'y a pas de véritables vertèbres et de véritables systèmes squelettiques avec des os. Donc, ce caractère les sépare totalement des téléostéens ou encore des ostéichthyènes dans la classification phylogénétique.
génétique, c'est-à-dire la classification basée sur la génétique et non sur la morphologie externe, non sur la ressemblance morphologique. Donc, cette classe est formée par des poissons squelettes entièrement cartilagineux, donc soit environ 846 espèces et qui se divisent en sélaciens, requins, érets et holocéphales, les chimères. Donc, holocéphales, les chimères, donc on verra par la suite la classification. Parmi les sélaciens, on distingue ceux qui ont les fentes branchiales sur le côté, plus haut trème, c'est-à-dire les requins. Ceux qui ont sur la face ventrale et ceux qui les ont sur la face ventrale hypotrème, c'est-à-dire les reins. Donc, les fentes branchiales situées en arrière de la tête ne sont pas recouvertes d'opercules. Ça, c'est important, c'est l'une des caractéristiques de ces animaux, contrairement aux autres poissons. Donc, les fentes branchiales chez les chondrichthyens ne sont pas recouvertes par un opercule. Donc, les branchies s'ouvrent directement à l'extérieur. Ces animaux sont dépourvus de vessie natatoire. Donc, vessie natatoire, c'est une structure chez les poissons qui leur permet de flotter. OK? Donc, ce qui leur permet de se poser sur le fond marin. Et par conséquent, ces poissons, pour ne pas rester constamment sur le fond marin, doivent nager en permanence et pour pouvoir également respirer. Donc la peau peut être nue ou plus ou moins recouverte d'écailles placoïdes. OK? Donc la nageoire caudale est hétérocercle, formée de deux lobes dissymétriques. C'est extrêmement important à se rappeler. La nageoire caudale de ces animaux est hétérocercle. Donc, hétérocercle, cela veut dire que la nageoire est formée de deux lobes dissymétriques. Donc, la nageoire caudale, c'est une nageoire impaire. Donc, une nageoire impaire formée de deux lobes dissymétriques, c'est-à-dire les deux lobes ne sont pas identiques, de la même longueur, même forme. Et voilà la classification, une reprise de la classification. Donc, nous avons les coordées, OK, les coordées, donc qui se subdivisent en urochordés, les céphalocordés, et puis nous avons les vertébrés qui nous intéressent, qui est groupe auquel appartiennent les poissons. Et puis nous avons des poissons qui se subdivisent en trois classes. Donc, nous avons les agnates, OK, les chondrichthyènes, requins, raies et d'autres animaux comme les mottes de mer, les torpilles, OK. Donc, les torpilles, on les appelle les raies électriques. Et nous avons les ostéichthyènes, donc les poissons osseux. Maintenant, les chondrichthyènes que nous avons étudié là, donc, ils ont même subdivisé en élasmobranches, OK, et bradyodonte. Donc, élasmobranche, c'est un groupe de poissons cartilagineux. OK, voilà, élasmobranche, sous-classe des chondrichthyènes, poissons cartilagineux, donc eux-mêmes qui sont divisés en hypotrème et pleurotrème. Donc, hypotrème, c'est les raies et pleurotrème, c'est les requins. Et maintenant, en ce qui concerne les bradyodontes, donc c'est des poissons fossiles, OK? Des poissons fossiles, et il y a un ordre qui nous les holocéphales, ordre holocéphale. Donc, ce sont des poissons cartilagineux fossiles.
Et ces poissons, les bradyodontes, c'est des poissons qui ont vécu principalement au Paléozoïque, notamment Dévonien et au Carbonifère, environ 400 à 300 millions d'années. Donc, ils sont très proches des chimères. Les bradyodontes sont très proches des chimères, qui sont les seuls holocéphales vivants aujourd'hui. Donc, les chimères et ces poissons sont les seuls holocéphales qui existent actuellement. Donc ici, nous avons l'image des raies. Donc, vous voyez bien et la face ventrale avec les ouvertures des branchies qui ne sont pas recouvertes par un opercule. Et 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et puis ici, c'est un requin, donc avec les branchies sur le côté, donc le l'urotrème, les raies sont les hypotrèmes. Donc, vous avez ici toute une panoplie de requins. Alors, nous poursuivons avec les caractéristiques des chondrichthyens. Les chondrichthyens sont essentiellement prédateurs. Donc, un petit nombre d'entre eux sont parfois charognards ou opportunistes. Certains parmi les plus grands requins-baleines, requins-pèlerins, requins grandes gueules se nourrissent du plancton, planctonophages, de petits poissons et de baleines. Ils occupent une large éventail d'habitats comme les systèmes d'eau douce des lacs, des fleuves, des lagunes, les estuaires, les zones côtières, la pleine mer et les eaux profondes des océans. Donc, longue espérance de vie jusqu'à 70 ans, faible en fécondité, croissance lente, maturité tardive, jeune, indépendant, bien développé et de grande taille. Morphologie externe possède une paire de nageoires pectorales. OK, donc ces nageoires forment les ailes de l'arrêt et une paire de nageoires pelviennes. Ils ont le plus souvent quatre nageoires impaires, deux dorsales, deux et caudales, une caudale et une nageoire anale. La nageoire caudale est dissymétrique, donc de type hétérocèle. Alors, on gade reken sa yo pour nous identifier nageoire yo. OK, donc maintenant, si nous regardons là, voici les deux nageoires pectorales. OK, voici les nageoires pectorales. OK, ensuite, on nous dit, voilà, là, c'est plus visible, les nageoires pectorales. OK, donc nous gagnons deux dorsales et nageoires pectorales, une paire de nageoires pelviennes, nageoire pectorale, donc on regarde pelvienne, voilà. Ici, c'est nageoire pelvienne. OK, ouais. Donc, pectoral, paire pectorale. Ici, c'est pelvienne. OK, à l'arrière, voici les nageoires pelviennes ici. Et puis, on a quatre nageoires impaires. On a quatre nageoires impaires. Donc, nous gagnons et deux dorsales. OK, voici les nageoires dorsales. Et puis, nous gagnons un nageoire caudale qui est hétérosèque. Donc, vous voyez bien que la forme est, c'est nageoire dissymétrique. Et puis, nous gagnons une nageoire anale. OK? Une caudale, une anale et puis deux dorsales. La nageoire caudale assume la fonction locomotrice. Les pectorales servent à freiner, à changer de direction et à reculer. Les ventrales, la dorsale et l'anale contribuent à maintenir l'équilibre. OK? Donc, nous, chaque nageoire en fonction de localisation.
yo genyen un rôle que vous jouez qui est très, très important. Donc, songez que là, nous jouons caudal là sur la fonction locomotrice. Donc, les pectorales servent à freiner, à changer de direction, à reculer. Et puis, les ventrales, dorsales, anales contribuent à maintenir l'équilibre. La bouche et les narines sont du côté ventral, les fentes branchiales au nombre de 5, sauf chez certains requins, sont latérales, donc pleurotrème chez les requins et ventrales chez les ventrales, hypotrème chez les raies dont le corps est aplati. Ok, voilà, et ici, voici les nageoires dorsales, il y en a deux, et ce ne sont pas des nageoires paires, c'est impair. Donc, nous avons une nageoire anale, ok, impair, nageoire caudale hétérosèque, et puis nous avons les nageoires paires. Ici, c'est pectoral, on a deux, et puis pelvienne, deux nageoires. Donc, voici les fentes branchiales, et qui sont placées sur le côté, donc ce sont des pleurotrèmes, la bouche du côté ventral, et également bouche du côté ventral, voici les nageoires du côté ventral, cloaque, etc. Type de nageoire caudale, donc les nageoires caudales peuvent être hétérocèques, ok, et hétéro différent, cercle vient de quelque que le lobe dorsal est plus développé que le lobe ventral. Nous gagnons épicercle, hypercercle, quand le lobe ventral est plus développé, le lobe dorsal est plus développé que le lobe ventral, ou moins développé hypocercle selon que la colonne vertébrale se prolonge dans l'un ou l'autre dans la queue asymétrique. Protocercle, protocèque, grec proto premier, nageoire symétrique s'étendant autour de l'extrémité de la colonne vertébrale. Protocercle, nageoire symétrique s'étendant autour de la colonne vertébrale. Homocercle, queue symétrique à deux lobes égaux. Difficercle, queue symétrique à deux lobes égaux regroupés en une nageoire se terminant en pointe. OK? Voilà, donc nous avons quelques images ici. Nous avons hétérocercle, hétérocercle. Nous avons homocercle. Voilà, voilà, c'est identique. Ici, c'est différent. Donc, difficile, donc, voici la nageoire qui terminée par un pointe. Et puis, les nageoires et protocercle. Donc, nageoire symétrique s'étendant autour de l'extrémité de la colonne vertébrale. Nous allons parler maintenant de l'anatomie interne. L'épiderme n'est pas kératinisé, il est riche en cellules à muqueux. La peau est rendue rugueuse par la présence d'écailles placoïdes. Ces écailles ont une origine mixte dermo-épidermique. Donc, le derme, tout comme l'épiderme, ont contribué à la formation des écailles placoïdes. Elles se forment de la même manière que les dents. OK? Donc, ici, on schéma, ça montre nous donc, la formation des écailles et placoïdes. OK? La formation des écailles placoïdes. Donc, le point d'origine, c'est le derme. On voit ici. Donc, et la formation de l'écaille commence dans le derme et ensuite se poursuit dans l'épiderme. Donc, que ce soit le derme, que ce soit l'épiderme, donc contribue à la formation des écailles placoïdes. Dans un premier temps, alors ici, on nous explique la formation des écailles. Dans un premier temps, le derme se soulève et refoule l'épiderme vers l'extérieur. En contact du derme, les cellules épidermiques forment un épithélium
à cellules cylindriques. OK? Donc, ces cellules, on les appelle les adamantoblastes, sécrètent du côté du derme une substance très dure et brillante, l'émail. Les cellules du derme situées sous l'émail, les odontoblastes sécrètent une substance semblable à de l'os compact et l'ivoire dentine. Donc, en même temps, une plaque osseuse se forme dans le derme et se soude à l'écaille qui émergent à l'extérieur en traversant l'épiderme. Donc, les écailles placoïdes peuvent être très petites et jointives ou râpeuses des raies ou des requins pour former des boucles comme chez certaines raies. Rôle des écailles, rôle dans l'hydrodynamisme, donc diminue les frottements de l'eau et augmente l'efficacité de la nage. Le squelette, il est entièrement cartilagineux, mais en de nombreuses régions, le cartilage se calcifie et devient très dur. Comme chez les vertébrés, donc le squelette interne est subdivisé en plusieurs régions. Donc, le squelette céphalique au crâne, le squelette axial aux colonnes vertébrales, le squelette zonal aux ceintures, le squelette appendiculaire ou les membres. OK, nous allons parler du crâne. Le neurocrâne ou boîte crânienne enveloppe l'encéphale et les organes de sens, subdivisés en quatre régions, ethmoïdienne, orbitaire, optique et occipitale. Le splantocrâne, sept paires d'arcs viscéraux placés contre les parois latérales du pharynx, entre les poches viscérales. Donc, nous avons la première paire arc mandibulaire avec le plateau carré qui forme les mâchoires supérieures, le cartilage du Meckel pour la mâchoire inférieure, le deuxième paire arc hyoïdien, et ensuite nous avons les cinq paires d'arcs branchiaux qui protègent les branchies. Voici le neurocrâne et le splanchocrâne, ok, des niatostomes. Et puis, nous gagnons et vent ou fente mandibulaire, donc fente branchiale réduite. Donc, vous avez ici les arcs branchiaux, ok, les arcs branchiaux, un 2 3 4 5. Donc, et entre les arcs branchiaux, donc nous avons les fentes branchiales, ok. Donc, les arcs branchiaux constituent en quelque sorte le squelette qui protège les branchies. Donc, squelette axial, donc chez l'embryon, c'est la corde dorsale, chez l'adulte, donc c'est la colonne vertébrale. Donc, elle est formée de deux régions, la région troncale et la région caudale. Donc, elle est constituée de vertèbres, donc éléments métamérisés. Donc, chaque vertèbre comprend un corps vertébral, un arc neural et un arc hémal. Donc, les vertèbres sont en ficelle, c'est-à-dire possèdent deux cavités. La ceinture pectorale de demi-arc reliée par un ligament et enfoncé dans la musculature pariétale. La ceinture pelvienne, simple plaque cartilagineuse sans rapport avec le squelette axial. Et puis les nageoires, elles comportent un endosquelette formé par des pièces basales articulées sur la colonne vertébrale dans le cas des nageoires impaires. Une à trois pièces basales articulées sur la ceinture dans le cas des nageoires paires. Okay? Donc ici, dans ce schéma, on a identifié des pièces basales. On voit les quatre pièces basales ici. Et des pièces radiaires articulées sur les pièces basales. Donc voici les pièces radiaires ici à droite. OK? Et les rayons. Donc, un exosquelette, rayon dermique corné articulé sur les pièces radiales. Organes de sens, système nerveux et organes de sens.
L'encéphale est petit par rapport à l'animal entier. Il est caractérisé par le développement important des lobes olfactifs, du cervelet et du bulbe rachidien. Il n'y a pas d'œil pinéal. L'épiphyse est seulement glandulaire. Les chondrichtènes possèdent 10 paires de nerfs crâniens. OK, 10 paires de nerfs crâniens. Les sacs olfactifs communiquent avec les deux narines externes ventrales. Le système latéral, ligne latérale est bien développé et l'oreille interne possède trois canaux semi-circulaires. Le canal endo-lymphatique s'ouvre à l'extérieur sur la face dorsale par un petit orifice situé en arrière des yeux. Les yeux latéraux ont des paupières, le cristal est sphérique ou légèrement elliptique. Il est très proche de la cornée, il ne change pas beaucoup de forme. L'accommodation se fait surtout par changement de forme du globe oculaire. Voici un schéma qui nous montre la structure du système nerveux des chondrichtien. OK? Donc, poisson électrique, on nous dit que de nombreux chondrichtien, comme la torpille, et certaines raies, OK? Comme par exemple la menthe de mer raie manta, OK? Possèdent des organes électrogènes. En général, ces organes dérivent des muscles. Au cours du développement, les myoblastes perdent peu à peu leur myofibrille et forment des électroplaques syncytiales et aplaties qui reçoivent une fibre nerveuse sur une de leurs faces. Donc, ces poissons peuvent détecter grâce à cette structure ben, les, des tensions électriques. OK? Donc, des organes électriques existent aussi chez certains téléostéens comme le gymnote ou anguille électrique et le malapérure ou poisson-chat africain. Donc, ils sont utilisés comme organes de défense ou d'attaque ou de capture des proies. Donc, les poissons électriques. Donc, ces poissons, grâce à ce système sensoriel, ils permettent de produire des champs électriques ou encore de détecter des champs électriques. OK? Donc, ces organes électrogènes ils sont utilisés pour la défense, la chasse, la communication ou encore l'orientation, donc électrolocalisation. Donc, nous gagnons, comme on a dit ici, nous gagnons anguille électrique, nous gagnons torpille, nous gagnons poisson-chat électrique. Donc, c'est ces exemples que nous avons ici. Appareil digestif, la bouche ventrale est garnie de dents qui ont la même structure et la même formation que les écailles placoïdes, pas de glandes salivaires. Pharynx émet de chaque côté les poches branchiales sur les parois desquelles se développent des lames branchiales. L'œsophage est court et large, l'estomac volumineux, l'intestin est court et présente un repli interne disposé en spire. La valvule spirale qui augmente la surface de l'absorption. Au niveau du rectum se trouve la glande rectale qui joue un rôle important dans la concentration et l'excrétion de l'excès de NaCl présent dans le milieu extérieur. OK, le tube digestif se termine dans le cloaque où aboutissent également les conduits génitaux et urinaires. Oui, donc, cloaque
c'est quoi? C'est une structure anatomique que l'on trouve chez les structures anatomiques que l'on trouve chez plusieurs animaux, par exemple les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons cartilagineux et certains mammifères primitifs. Donc, c'est une cavité unique située à l'extrémité du tube digestif dans laquelle convergent trois systèmes. Donc, cavité unique située à l'extrémité du tube digestif dans laquelle convergent trois systèmes. Le système digestif, évacuation des déchets, ok? Le système urinaire, l'évacuation de l'urine, le système génital, émission des gamètes spermatozoïdes ou bien ovules. Donc maintenant, il faut dire aussi que c'est par le cloaque que certains animaux excrètent leurs déchets, matière fécale et urinaire et se reproduisent accouplement ou bien ponte. Voilà, donc c'est une structure très importante qui permettent aux animaux de se reproduire et d'éliminer les déchets. Le foie est formé de trois lobes. Le pancréas est souvent constitué de deux lobes annexés à la partie antérieure de l'intestin. Les requins y stockent une huile qu'on appelle squalène qui réduit leur densité et leur permet de flotter. Voilà, et maintenant l'appareil circulatoire. Donc ici, nous avons l'image du tube digestif. Donc, on commence avec la bouche, les dents, et qui ont la même origine que les écailles placoïdes, le pharynx, ici les fentes bronchiales au niveau du pharynx. On a l'œsophage d'estomac, vous avez les valvules spirales qui augmentent la densité et de l'intestin. Donc, ici, vous avez le rectum, gland rectal, et puis le cloaque. Donc, et côté que vous gagnez trois conduits, trois systèmes qui débouchent là-dedans. Vous gagnez conduit urinaire, conduit génital et le rectum. Appareil circulatoire. Donc, voici le schéma. Regardez que ça on dit. Le cœur est ventral. Voici le cœur. Le cœur est ventral. C'est quatre cavités, sinus, veineux, atrium, ventricule et bulbe. OK, quatre cavités, mais là, sinus veineux, atrium, ventricule et bulbe, donc qui forment le cœur, sont traversés par du sang non oxygéné et envoient ce sang vers l'avant dans une aorte ventrale située sous le pharynx. L'aorte ventrale se ramifie latéralement 5 paires d'artères bronchiales afférentes au arc aortique qui se capillarisent dans les branchies, là où va s'effectuer l'échange entre le sang riche en oxygène et le sang riche en déchets. Maintenant, pour la respiration, les branchies sont formées de lamelles portées par les arcs viscéraux. Donc, les lamelles sont fixées sur les arcs viscéraux. Donc, les vaisseaux afférents et efférents se ramifient dans ces lamelles dont la paroi extrêmement fine laisse diffuser le dioxygène dans un sens et le dioxyde de gaz carbonique dans l'autre. Donc, l'eau entre par la bouche et ressort par les fentes bronchiales. Donc, c'est l'eau qui apporte le dioxygène. Donc, songez que les branchies n'ont pas d'opercule. OK, et puis ces animaux sont pharyngotrèmes. Donc, nous avons les fentes bronchiales qui se trouvent sur le côté. Appareil urogénital. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'appareil urogénital? Donc, on dit que chez les femelles, les canaux de Muller fusionnent dans la région et forment un ostium unique médian.
OK, donc les poissons excrètent de l'ammoniac, dépourvus de vessie natatoire, ce qui leur permet de se poser sur le fond marin. Ils doivent nager pour respirer en permanence. Femelle, ovaire gauche réduit, deux oviducs de conduit, fusionnent au niveau des pavillons en un ostium cilié impair. OK, donc mâle spermatozoïde évacué par des canicules efférents en relation avec l'épididyme. Le canal de Wolff joue le rôle de spermiduc conduit. Il se termine par la vésicule séminale qui reçoit les canaux urinaires. Alors, chez les poissons cartilagineux, la fécondation se passe toujours à l'intérieur de la femelle grâce à l'organe copulateur pterygopode du mâle qui est la transformation du bord postérieur des nageoires pelviennes de l'animal. Après fécondation, le type de développement des embryons varie et certaines espèces sont ovipares, de nombreuses espèces sont ovovivipares ou vivipares. Voilà et pour les pour les chondrichthyens, donc les poissons cartilagineux. Et dans une autre vidéo, donc on parlera des ostéichthyens, les poissons osseux. Donc à la prochaine.